Shabbat Shalom à tous, nous sommes une double paracha, ce Shabbat, la paracha Matot Massé qui clôt le livre, qui font clôture pour le livre de Bamidbar. Matot signifie les tribus et Massé les voyages, elles sont souvent associées les unes les autres, on parle d'une diversité de sujets. Moïse commence par instaurer les règles qui président au respect d'un vœu, on va s'intéresser à ça parce que c'est un petit peu étrange, et puis on y parle de la guerre contre les Madianites, les alliés des Moabites, et puis d'une revendication particulière des tribus de Gad, Rouben et Ménassé, qui sont finalement pas si intéressés que ça de s'installer sur la terre promise, mais qui demandent un sort à part. Et puis on y parle aussi des villes de refuge, de l'installation de la tribu de Lévi, qui n'est pas destinée à recevoir un territoire. Bref, on est à un moment charnière de l'expérience du désert. On sent qu'ici l'installation en terre promise, en terre de la terre de la promesse, cette terre de Canaan approche, et qu'il s'agit ici de réfléchir aux critères concret de la promesse. Après les plus hautes révélations spirituelles, il s'agit bel et bien d'instaurer une société et une organisation politique. Alors dans la grande variété des sujets, il y a comme un thème commun. C'est comme si ces deux parachiotes cherchaient à interroger la notion même de terre promise et plus exactement de promesse. En fait, trois sujets dont on va parler ce soir. Le fait de garder sa promesse à travers ce premier passage liminaire concernant les vœux, le fait de tenir sa parole, tenir l'alliance divine, et le fait de trahir aussi sa promesse. Bref, une réflexion sur les différents aspects d'engagement en fait, qui sont constitutifs de la société hébraïque, en tout cas telle qu'elle rêve d'en instaurer, à l'opposition d'autres contre-modèles politiques, celui de l'Égypte, dont il s'agit de bâtir une société plus juste et différente de la société qu'avaient connue les Hébreux. Première thématique, donc celle des vœux. Encore une fois, c'est un petit peu surprenant que ce passage plutôt historique, plutôt politique, commence par cette histoire de vœux. On nous dit au passage de Nombre 30, chapitre 30, le verset 3, « Si un homme fait un vœu au Seigneur ou s'impose par un serment quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole, kechol ayotse mipiv yaase, que tout ce qui sortira de sa bouche, eh bien, il doit le faire. » C'est un aspect en fait absolument essentiel du projet politique des Hébreux. Habituellement, une société se développe plutôt à partir d'un territoire, avec une notion quelque part d'identité nationale. Les gens développent des liens entre eux, des liens économiques, des liens politiques, et puis finalement, après un beau jour, une loi vient fixer un petit peu la coutume qui s'est développée de manière naturelle pour constituer un corps de loi, une identité, etc. Or, comme le souligne le rabbin Jonathan Sachs, mais avec auprès de nombreux commentateurs, la société que s'apprête à fonder les Israélites est fondée sur un projet différent. C'est un projet qui repose sur l'alliance entre Dieu et son peuple. Justement, c'est pas une expérience autochtone, comme disait Isaiah Berlin, l'histoire juive, trop d'histoire, pas assez de géographie. De fait, la société se constitue avant même d'être sur un territoire, et elle est basée sur une situation d'alliance, une situation d'engagement, de respect de la parole. Dans une société qui cherche à établir une justice, un état de droit fondé sur l'engagement et donc fondé sur la parole, ce respect des vœux, en fait, n'est pas un pieux vœu spirituel, c'est véritablement le fondement d'une société politique dans lequel on essaye de faire naître une société de justice. Là encore, il y avait d'autres contre-modèles, Sodome et Gomorrhe, qui apparemment respectaient toute l'égalité, mais n'étaient pas nourris par une vertu intérieure. Il s'agissait juste de respecter la loi de manière faciale et finalement de faire ce qu'on veut par derrière. Et puis le modèle de la société égyptienne, qui ne recherchait pas le consentement des gouvernés, mais qui était une société top-down, on dirait aujourd'hui, une tyrannie. C'est peut-être beaucoup plus simple politiquement, mais c'est pas comme ça qu'une société de justice se construit. Le deuxième thème, elle nous est donnée par une situation absolument passionnante, qui naît de la situation suivante. On est donc à l'orée de la terre promise, on a engagé une terre contre les Madianites, et voilà ici que, prêt à traverser le Jourdain pour prendre possession de cette terre, il y a une demande tout à fait étonnante de la part des tribus de Gad et de Réhouven, qui vont voir Moïse et qui lui disent la chose suivante: « Si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays, donc on n'est pas encore dans la terre promise, on est en Transjordanie, soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fais point passer le Jourdain. »
Alors là, c'est complètement surprenant, parce que tout le livre de l'Exode, du Lévitique, est orienté sur la conquête de la terre promise. Et voilà que Gad et Réhouven ne font rien d'autre que dire finalement l'inverse, la terre promise, en fait, on s'en moque un petit peu, donne-nous cette terre-là qui est pas mal pour nous. La raison de cette demande, elle est justifiée, parce qu'il posséderait Miknerav Atsum Meod, des nombreux troupeaux, et que de ce côté-là de la Transjordanie, les terres de Yazer et de Gilad leur semblent favorables. Donc bref, ils ont trouvé un petit coin économiquement, un petit bout de paradis, et finalement la promesse divine ne paraît plus si désirable. Donc il s'approche de Moïse, il dit « Nous voulons construire ici des parcs à brebis pour notre détail », retenez bien la formulation, on veut construire ici des parcs à brebis pour notre bétail, et des villes pour nos familles. Et alors là, la réponse de Moïse est absolument extraordinaire et elle nous livre deux autres leçons. D'abord, c'est une leçon de leadership et de négociation. Ce n'est pas le thème que je vais développer ce soir, mais il y a dans la manière dont Moïse reformule la question, fait entendre des perspectives avant de les amener à une autre idée absolument remarquable. Mais surtout, il va livrer une leçon là aussi politique sur l'éducation, comment l'éducation doit être au cœur d'un projet politique. Tout d'abord, il commence par reprendre la demande de Gad et de Réhouven en disant « Il est quand même important de combattre avec les autres tribus, parce que c'est le fruit de l'histoire, on n'a pas traversé le désert pour rien, ce serait injuste finalement qu'ils s'arrêtent là, qu'ils ne combattent pas pour la conquête d'Israël. » Donc il va aboutir à un point de concorde qui est de dire « Bon, venez combattre avec nous, et une fois que vous aurez combattu avec nous la terre promise, vous pourrez retourner, effectivement, pourquoi pas, sur ces terres. » Mais surtout, il leur livre le message suivant. Construisez donc des villes pour vos familles et des parcs pour vos brebis, et soyez fidèles à votre parole. Alors, a priori, on a l'impression qu'il reprend complètement la formulation de Gad et Réhouven, sauf que si on a bien entendu, en fait, il formule exactement l'inverse. C'est la remarque de Rashi qui dit « Asu Ikar, Ikar va tafel, tafel » ils ont fait de l'essentiel, ce que leur dit Moïse, pardon, « Faites de l'essentiel, l'essentiel, et de l'accessoire, l'accessoire. Bnu lachem trila arim letapechem » construisez d'abord des villes pour vos enfants, « Ve acharken gderot letzonchem » et après seulement des parcs pour vos brebis. Effectivement, la réponse de Moïse est à l'inverse de la demande de Réhouven et de Gad. Ils avaient demandé des parcs pour leurs brebis et puis la possibilité d'y construire des villes. Moïse fait entendre une leçon très différente. Il dit « Ne vous préoccupez pas de vos troupeaux en premier. Construisez des villes pour vos enfants et après des parcs pour vos troupeaux. C'est comme ça que vous construirez une société viable. Si vous mettez l'économique, le strictement économique en premier, vous êtes foutus. Vous ne pourrez pas construire de villes pour vos enfants. Vous ne pourrez rien transmettre. Souciez-vous de vos enfants et d'y construire des villes où ils peuvent habiter d'abord, et après seulement occupez-vous de vos troupeaux. On a ce même genre de leçon. Moïse avait donné une grande leçon de leadership aussi juste avant cette fameuse nuit, avant de sortir d'Égypte, où de manière totalement contre-intuitive, il avait prononcé son grand discours, le discours de Lincoln avant la bataille de Gettysburg en quelque sorte, ce grand discours qui était complètement surprenant, qui n'était pas sur la manière de raconter le parcours difficile qui les attendait, mais disait « La seule chose dont vous devez vous soucier, c'est un jour quand vos petits-enfants vous demanderont « Qu'est-ce que cette nuit ?» alors vous leur raconterez. » Et là aussi, il y avait une façon de mettre le récit au cœur même du projet. Avant même les événements, avant même le cours des événements, les batailles, les difficultés, etc., ce que l'on doit avoir en tête, c'est la manière dont on a raconté l'histoire à ses enfants et à ses petits-enfants. C'est donc la transmission, l'éducation et la filiation qui sont les vertus premières d'un projet politique viable. Alors, c'est une magnifique leçon qu'on a ici. On a une leçon sur la valeur de l'engagement et de la parole. Respecter sa parole, c'est effectivement dans une société d'état de droit absolument essentiel. Et puis aussi un sens de la vision, avoir une vision pour ses enfants et mettre cette vision avant même les intérêts économiques immédiats. Et puis l'importance du narratif dans la transmission. Savoir raconter l'histoire, savoir formuler qu'est-ce qui est important et le mettre au centre de notre attention, c'est ça qui nous donne aussi la dynamique de construire une société juste. Et nul doute qu'effectivement ces paroles résonnent aussi pour nous aujourd'hui, en cette période de déconfinement où le monde d'après va succéder au monde d'avant. On aimerait que ce monde d'après soit peut-être un peu différent du monde d'avant, mais par contre il risque furieusement d'y ressembler si l'on n'oublie pas justement ces leçons ancestrales, mais qui à mon avis sont toujours effectivement valables pour construire une société viable, une société qui puisse être transmise tout simplement à la génération d'après,
autant de thèmes de réflexion pour ce Shabbat Matot Massé qui nous fait donc voyager dans les temps et aussi vers notre avenir. Shabbat Shalom.